Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Celle d'aujourd'hui portera sur l'adénocarcinome prostatique. Pour les généralités, de point de vue épidémiologique, le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme âgé de plus de 50 ans. Aussi, c'est la troisième cause de décès par cancer chez l'homme, après le cancer pulmonaire et le cancer colorectal. Il représente aussi un pourcentage de 10% des décès par cancer, tous les cancers confondus. Les facteurs de risque. L'existence d'antécédents familiaux de cancer prostatique, car il existe des formes héréditaires probables, selon la parenté. 3 apparentés de premier degré atteints ou 2 apparentés de premier degré atteints, mais avant l'âge de 55 ans. Aussi le facteur ethnique, car les races afro-américaines sont les plus touchées par ce cancer. Juste une remarque, l'adénome de la prostate n'est pas un facteur de risque de cancer de la prostate. Ce sont juste 2 pathologies tout à fait distinctes qui surviennent sur le même terrain, qui est l'homme âgé de plus de 50 ans. Pour les caractéristiques de ce cancer, c'est un cancer hormonodépendant sous l'influence des androgènes. Il se développe préférentiellement aux dépens de la région périphérique prostatique, tandis que la topographie de l'hypertrophie bénigne de la prostate se développe dans la zone de transition, une zone qui est retirée en cas de résection chirurgicale. Ceci explique que le patient reste à risque de développer un cancer de prostate même après avoir subi une chirurgie pour l'hypertrophie bénigne de la prostate. Pour les signes cliniques, nous les diviserons en des signes fonctionnels et des signes physiques. Les signes fonctionnels dépendent du stade de l'extension de la tumeur. Si la tumeur est localisée, elle est souvent asymptomatique. Si plus ou moins avancée, on aura des symptômes du bas appareil urinaire avec des troubles mictionnels et irritatifs, des troubles obstructifs à type de retard de démarrage, une dysurie, un jet faible ou des gouttes retardataires, et des signes irritatifs à type de pollakiurie diurne ou nocturne, une urgenturie ou une impériosité ou des brûlures mictionnelles. On peut avoir aussi une hématurie qui sera macroscopique, pouvant être le signe d'un envahissement urétral ou vésical. Si le cancer est métastatique, on aura une altération de l'état général, des douleurs osseuses et des douleurs neurologiques ou bien d'autres douleurs, selon la localisation des métastases tumorales. Pour les signes physiques, le toucher rectal, il est soit évocateur si la lésion elle est dure, irrégulière, non douloureuse, soit normale, et cela n'élimine pas le diagnostic. Donc ce qu'il faut retenir, qu'en cas d'adénocarcinome prostatique, le toucher rectal peut être normal, et cela n'élimine pas le diagnostic. On va aussi rechercher des signes associés, notamment des œdèmes du membre inférieur, évocateurs d'une compression veineuse ou lymphatique par des adénopathies. On va aussi rechercher un retentissement sur le rein par la palpation des fosses lombaires à la recherche d'un gros rein qui donnera un contact lombaire positif. Il signera l'hydronéphrose. Pour les bilans biologiques, nous effectuerons 2 types de bilans, un bilan spécifique et un bilan standard pour évaluer le retentissement. Le bilan spécifique comportera 2 bilans. Le taux de PSA total sérique, qui peut être normal, mais le plus souvent il est supérieur à 4 nanogrammes par millilitre, qui est une indication pour réaliser une biopsie prostatique. On dosera aussi le pourcentage du PSA libre sur le PSA total. Si il est inférieur à 20%, il est plus en faveur d'un cancer de prostate. Si il est supérieur à 20%, il est plus en faveur d'une hypertrophie bénigne de la prostate. Pour le bilan standard qui évaluera le retentissement, on effectuera une FNS qui peut montrer une anémie s'il y a un envahissement médulaire. Aussi, on effectuera un bilan rénal qui peut montrer une insuffisance rénale obstructive due à l'envahissement du trigone vésical ou une adénopathie rétropéritonéale. On effectuera aussi un bilan calcique qui peut montrer soit une hypercalcémie,
si l'existence de métastases osseuses ostéolytiques ou une hypocalcémie due à des métastases ostéocondensantes. On effectuera aussi un ionogramme sanguin. Après une orientation clinico-biologique vers le diagnostic de cancer de prostate, le diagnostic de certitude sera seulement posé par l'examen anatomo-pathologique qui sera effectué soit sur des biopsies prostatiques qui seront éco-guidées après une antibiothérapie prophylactique, une préparation rectale, un ECBU stérile et un bilan d'hémostase normal. On effectuera au minimum 12 biopsies obligatoirement. Les deux indications principales de cette biopsie prostatique soit une anomalie du toucher rectal, soit un taux de PSA total sérique élevé qui sera supérieur à 4 nanogrammes par millilitre. On peut aussi effectuer cet examen anatomopathologique sur des copeaux de résection de prostate ou bien sur une pièce d'adénomectomie. Voici une image qui synthétise les conditions de réalisation d'une biopsie prostatique transrectale éco-guidée. Donc, comme on a dit, après une préparation rectale et une antibiothérapie, 12 prélèvements au minimum, recours à l'anesthésie et des complications qui sont rares. Cette figure histologique montre deux types de tissus. Celui d'à gauche montre l'histologie du parenchyme prostatique sain et celle d'à droite, celui d'un parenchyme pathologique. Le type histologique le plus fréquent est l'adénocarcinome prostatique. Puisque l'adénocarcinome prostatique est une tumeur maligne, il faut effectuer un bilan d'extension locorégional et à distance. Le bilan locorégional comportera une IRM prostatique endorectale ou externe, recherchant un franchissement capsulaire, un envahissement des vésicules séminales et la présence d'adénopathie pelvienne. Ceci aidera à la classification TNM. À distance, on effectuera une TDM thoraco-abdominaux-pelvienne qui peut montrer la présence d'adénopathie pelvienne ou lombaire, des métastases viscérales, hépatiques, pulmonaires ou autres. On effectuera aussi une scintigraphie osseuse pour montrer des foyers d'hyperfixation qui seront suspects, comme le montrera l'image suivante. Pour les classifications, on a deux types de classifications. Celles qui sont purement histologiques, c'est la TNM 2009, et celles qui sont des classifications histopronostiques, Gleason et les SUP 2014. Afin de s'orienter vers le moyen thérapeutique le plus adapté à l'état du patient, il faut le stadifier en premier lieu. Cette stadification est réalisée grâce à la classification d'Amico, qui classe les patients selon un risque faible, des patients à risque intermédiaire et des patients à haut risque. Cette classification est basée sur 3 paramètres essentiels: la classification TNM, le taux de PSA sérique et le score de Gleason. Pour les tumeurs de faible risque, on procédera à une prostatectomie totale avec une cure ganglionnaire optionnelle. Cette prostatectomie totale comportera l'ablation de la prostate, l'ablation des 2 vésicules séminales plus une anastomose vésico-urétrale. Aussi une radiothérapie externe prostatique et une surveillance active et passive. Pour les tumeurs de risque intermédiaire, on procédera à une prostatectomie totale aussi, plus une cure ganglionnaire étendue cette fois. Aussi, on procédera à une radiothérapie externe conformationnelle et une radiothérapie externe plus une hormonothérapie courte par les analogues LH-RH. Pour les tumeurs de risque élevé, l'hormonothérapie est le choix, un traitement combiné de référence, blocage androgénique complet, les analogues LH-RH plus les anti-androgéniques. Pour le stade métastatique, la suppression androgénique par castration chirurgicale. Le traitement symptomatique, les biphosphanates pour prévenir les douleurs osseuses, une corticothérapie plus une radiothérapie plus ou moins une chirurgie en cas de compression médulaire. Aussi, on procédera à un sondage vésical ou un cathétérisme suspubien en cas de rétention vésicale. Merci et à la prochaine vidéo.